Les combats se poursuivent au Haut-Karabakh, comme ici dans la capitale de cette région disputée entre l'Azerbaïdjan et des séparatistes arméniens. Stepanakert sous des bombardements réguliers, comme encore vendredi soir. Les combats du week-end surviennent alors que les États-Unis ont tenté une médiation après l'échec de 2 cessez-le-feu négociés par la Russie. Le Haut-Karabakh, d'où vous êtes rentré il y a une semaine. Bonsoir Patrick Knipper. Soyez le bienvenu. Merci. Vous êtes chirurgien plastique à l'hôpital Cochin à Paris et Lévonne Kachatrian, bienvenue à vous aussi. Vous êtes chirurgien cardiaque à l'hôpital européen Georges Pompidou, français d'origine arménienne. Fin septembre, vous découvrez que les combats ont repris dans le Haut-Karabakh. Vous décidez de vous rendre sur place, départ le 12 octobre. Au total, vous êtes 6 chirurgiens infirmiers bénévoles français. Il fallait pour vous être dans l'action ? Tout à fait, c'était naturellement, c'est une idée qui est venue naturellement comme ça en fait. J'ai découvert le 28 septembre plus exactement parce que la guerre a commencé le 27 septembre et donc le 28 où j'ai compris l'ampleur de cette catastrophe, je me suis dit il faut que je fasse quelque chose pour ma patrie. Et qu'est-ce qui pousse un chirurgien parisien à partir sur un terrain de guerre comme celui-là ? L'appel immédiat de reconstruire parce que les guerres engendrent beaucoup de dégâts. Et donc, spontanément, je pense que tout chirurgien déjà répond à l'appel, et d'autant plus quand on fait de la chirurgie réparatrice. Et à quoi ressemble cette ville en guerre ? L'horreur. L'horreur, parce que pour nous, chirurgiens, notamment parisiens, on a l'habitude des traumatismes, on a eu le Bataclan, mais ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on peut découvrir dans toutes ces destructions qu'engendrent les bombes. Enfin, pour moi, ça a été l'horreur. Et une population qui vous accueille comment ? Chaleureusement. Ils nous attendaient, cette population. Il y avait des victimes, il y avait des blessés, il y avait des morts, donc on était là où il fallait l'être. On vous sent assez choqué, encore vous êtes rentré il y a tout juste une semaine, vous êtes choqué par ce que vous avez vu ? C'est lourd. Un chirurgien c'est rarement choqué, mais c'est lourd, oui. Pareil pour vous ? Ouais, non, si, moi je suis chirurgien, on a l'habitude de voir beaucoup de choses un peu horribles, mais les blessures de guerre sont quand même sur l'humain tellement destructrices que... Pour moi, même en tant que réparateur, j'ai trouvé ça difficile. Oui. Votre objectif, quand vous partez, c'est Stepanakert, la capitale du Haut-Karabakh. Sur place, vous découvrez une situation assez dramatique sur le plan hospitalier. Oui, mais ça s'explique parce qu'on est en guerre, une vraie guerre du XXIe siècle. Donc, on est en manque de tout. Donc, on a pensé à ça préalablement et on a emmené avec nous beaucoup de matériel qu'on a laissé sur place et qu'on a pu un peu utiliser nous aussi. Quel type de matériel ? Ce sont des consommables utilisés pour les chirurgies, etc. Des équipements. Est-ce que c'est, là parce que vous partez, vous êtes 6 à être partis, c'est une initiative personnelle ou vous avez ce matériel que vous avez emmené, est-ce que vous avez eu un soutien ? Alors, financier, tout le matériel a été récolté par Lévonne avec tout son réseau franco-arménien. Donc ça, c'est un gros travail de récupération et de collecte de matériel. Et nous, ce sont du matériel habituellement qu'on utilise pour faire les opérations. Vous avez l'impression que c'est une population là-bas qui est un petit peu oubliée, notamment par la France, l'Union européenne ? Si vous permettez, juste, parce qu'au début, vous avez commencé des séparatistes. Le mot séparatiste, si vous me permettez, ce n'était pas le vrai mot à utiliser parce que c'est un peuple natif qui habite sur cette terre. Donc, c'est pas un peuple séparatiste. Dans une région qui est reconnue comme faisant partie de l'Azerbaïdjan. Ça, c'est pour la partie bon, on peut dire politique. alors que le Kosovo aussi est séparatiste, alors. Voilà. Sur le plan hospitalier, ce que vous trouvez alors, sur place ? le plan hospitalier, on a trouvé le besoin des consommables, de matériel, d'équipement et surtout la solidarité. Donc les gens, ils étaient contents. On a croisé un chirurgien militaire qui nous a accueillis en pleine nuit. Il nous a fait descendre dans les sous-sols de l'hôpital militaire. On a pu voir, si je peux me permettre, les œuvres de Jérôme Bosch, en fait, si vous voulez. On a vu des choses qui me rappelaient les œuvres de Jérôme Bosch, en fait. Vous dites que c'est, vous le disiez tout à l'heure, c'est l'horreur d'une guerre du XXIe siècle avec des blessures inédites. Quel type de blessures et à quoi vous faites référence ? C'est des arrachements, des corps sans des membres, sans visage, des brûlés. On a évoqué sur place l'utilisation de bombes à sous-munitions qui sont interdites par la loi humanitaire, vous confirmez ?
Je ne peux pas confirmer parce que nous, on voit les patients une fois qu'ils sont abîmés, morts ou avec des séquelles de brûlure. Donc, on ne peut pas, enfin, personnellement, je ne peux pas authentifier de la nature de la bombe. Ce qu'on voit, c'est des séquelles et surtout, ce sont des patients qui sont complètement détruits. Alors, la majorité des 60 000 habitants de Stepanakert a fui. Ceux qui sont encore dans la ville s'abritent des combats sous terre. Et là, c'est la double peine en ces temps de pandémie, comme nous l'explique Oumi Diallo. Entassés dans des caves humides transformées en dortoirs, ils sont à l'abri des bombes, mais en première ligne face au coronavirus. Nous sommes très inquiets. Nous avons plus peur du coronavirus que des balles des Azéris. Avant le conflit, l'usine Tovmazian dirigeait un laboratoire d'analyse médicale. Fin septembre, elle décide de tester gratuitement les plus fragiles. Le nombre de tests effectués par jour varie. Parfois c'est 40, parfois 80. En général, on tourne autour de 60. Selon elle, entre 40 et 60% des personnes testées sont positives. Dans cette clinique de centre-ville, on reçoit des malades présentant des symptômes de la Covid-19. Samfel Galstian présente une forte fièvre. À 62 ans, vivre dans une cave est un supplice quotidien. On va se coucher et on se lève sans pouvoir changer de vêtements. Il fait très froid dans la cave. Alors on sort un peu, on fait beaucoup d'allers-retours. Ces changements de température sont extrêmement difficiles à supporter. Si une liste des malades ainsi que des cas contacts est établie, pour le moment, il n'existe pas de chiffres officiels sur l'ampleur de la pandémie dans la région. Est-ce que vous qui étiez sur place, vous arrivez à l'estimer cette ampleur? Parce que là, comme je le disais, c'est la double peine. Moi, c'est ce que j'ai vu, c'est beaucoup de morts des jeunes gens, en fait. De la Covid? Non, vous parlez de Covid ou On parlait de Covid, là, de la pandémie. Ah, pardon, de la Covid. Bon, écoutez, nous n'avons pas eu le temps de se concentrer sur cette thème, en fait, sur place. Les conditions de vie? Moi, je vais vous choquer, mais je comprends que le Covid est une importance, qui reste capitale, mais ce n'est pas du tout ce qu'on ressent là-bas. Sous les bombes et ce qu'on a vu, le Covid reste un sujet important, mais c'est pas la priorité en ce moment, c'est ça? Quand les gens meurent, quand les gens sont défigurés, quand les gens sont amputés. Vous êtes rentré tout juste une semaine, vous pensez y retourner, quand et comment? Oui, on pense à y retourner avec Patrick, avec des membres de notre équipe et d'autres gens, j'espère. Déjà, à mon avis, il y a sous le guide du ministère des Affaires étrangères une équipe qui est préparée pour aller le 5. J'espère de joindre cette équipe aussi. Le retour pour le 15. Et puis dans l'avenir également, on aura beaucoup de missions à organiser. Merci à vous deux d'être venus témoigner sur le plateau de TV5 Monde. Merci beaucoup.